Et bonjour, bonsoir à tous. Je refais l'intro parce que la dernière fois c'était bien de la merde, donc... Voilà. Alors, toujours sur le concours des 10 ans, nous en étions la dernière fois à la proposition de concours de Timothom et d'Alwed. Je me suis rendu compte que malheureusement ma technique qui consistait à les lire dans l'ordre croissant des notes était complètement stupide, évidemment. On aurait pu s'en douter. Et donc on va les lire dans l'ordre alphabétique en sautant évidemment ceux qu'on a déjà lus ainsi que ma propre proposition, enfin notre propre proposition pour le moment, puisque c'est une collaboration avec Alwonder évidemment. Donc c'est parti, et nous allons aller sur... Donc, nouvelle vidéo, nouvelle proposition SCP-500FR, en même temps il faut enchaîner, il y en a un certain nombre. SCP-500FR, le Gepetto, par Sid Holt, du 28-04-2022, un montage par Alwonder, un dessin par Orex, hop, voilà, tout ça ça disparaît. Peut-être un rapport avec Pinocchio, rapport que j'ai aidé Holt à uploader, mais que je n'ai pas, que je n'ai pas lu du tout, ni critiqué, ni quoi que ce soit. C'est parti, donc objet numéro SCP-500FR comme d'habitude, niveau de menace rouge, classe Keter. Ah, donc là on est parti sur sur une sacrée anomalie quoi. Procédure de confinement spéciale. Toute instance de SCP-500FR capturée doit être examinée afin de documenter ses capacités anormales et adapter ses procédures de confinement en conséquence, avant tout interrogatoire. Certaines instances de SCP-500FR ne sont pas confinables et doivent être éliminées à vue, voire addendum 500FR-A8. Alors, une seconde. Voilà. Ça fait là. Ça, c'est mon torchon parce que je viens de bouffer. Ça, c'est un port de l'italique au milieu des PCS. Bon, pourquoi pas. Toute information concernant SCP-500FR communiquée par une instance de SCP-500FR2 ou non doit être transmise à la coalition mondiale occulte selon les termes de l'accord de Marseille du 8 novembre 2018. J'aime bien les liens vers les sans déjà dit quand ils existent et qui sont mentionnés. Si SCP-500FR1 apparaît, les forces aériennes les plus proches doivent être mobilisées pour forcer l'objet à atterrir et cesser les activités anormales en son sein. La FIM internationale Gamma 22 Perfouettard est chargée des interventions armées sur les manifestations d'instances de SCP-500FR2. Alors est-ce que cette FIM existe? Task Force Complete List. On a dit Gamma 22. Non. Pas de Gamma 22 à l'horizon, pas de Perfouettard. C'est un nom qui me dit quelque chose cependant, Perfouettard, comme nom de FIM. Mais ok. Non, c'est bon. Ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ça pouvait éventuellement venir du Yulman, la FIM Gamma 22, mais non. Alors par contre, FIM international, je ne sais pas ce que tu entends par là, Holt. En général, on précise jamais, ou quasiment jamais, l'origine des FIM. Bon. SCP-500FR est un point de résurrection sélectif et global situé sur un navire flottant. Quoi? Sélectif et global? Bon, on en apprendra sûrement après. Le navire en question est un 3 mois barque d'influence anglaise désigné SCP-500FR1. Sa longueur de coque est estimée à 60 mètres pour une hauteur de mât de 40 mètres. SCP-500FR1 a la capacité de disparaître en se rendant dans un plan dimensionnel non identifié à condition que son altitude soit supérieure à 3000 mètres. Ok. SCP-500FR est sélectif de par sa capacité à ne sélectionner que les êtres humains décédés ayant commis des crimes
ayant commis des délits et des crimes, et est global de par sa capacité à récupérer les résidus éthériques sur une échelle mondiale. Plus communément désigné par le terme non scientifique âme. Alors c'est bien parce que dans notre proposition, on a une version différente de ce que c'est les âmes. Je vois que les grands esprits se rencontrent. Non, par contre, plus sérieusement, sa capacité à ne sélectionner que les êtres humains décédés ayant commis des délits et des crimes. Les critères de sélection au-delà du passé criminel sont inconnus. Il a été observé que les criminels non condamnés, ainsi que d'autres malfaiteurs coupables de crimes et délits anormaux, et dont les faits ne sont donc renseignés sur aucun média public, il manque un accent, peuvent également être sélectionnés par SCP-500-FR. Alors là, moi j'ai une question, mon cher Holt. Qu'est-ce que c'est un délit et un crime? En fait, c'est pas le premier rapport que tu écris, puisque le premier c'était le tribunal médical qui parlait de ça, et je crois que c'était ton premier rapport, que tu écris où tu as une anomalie légale, c'est-à-dire une anomalie qui est en lien avec la loi, avec les infractions que tu as commises. La question c'est sous quelle législation? Tu parles notamment de crimes et de délits anormaux. A priori, le monde de la normale, il est allégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de loi sur le monde de la normale. Ou en tout cas, la CMO, où il y a des traités ou quoi qui vont venir en imposer certains, mais le monde de la normale n'est pas du tout intégralement régi par la normale. Il est pour beaucoup allégal. La question est donc, qu'est-ce qu'on appelle un crime? Je suis pas sûr que ce soit précisé. J'aurais aimé que ce le soit. Après, si c'est pas ça le focus du rapport, je peux comprendre que ça aurait été inutilement lourd. Deux populations anormales sont présentes sur le navire. Les instances de SCP-500-FR2 sont des poupées de tissu d'1 mètre de hauteur, disposant d'un squelette interne en bois et de capacités anormales variant selon les individus, allant de la matérialisation d'insectes à la manipulation de réalité. Même remarque que pour les autres, quand on parle de la réalité, j'aime bien qu'il y ait une majuscule. C'est très personnel. Chaque individu est à l'effigie d'un animal différent et se meut grâce à des jambes articulées et de larges mains en tissu représentant environ 60% de sa masse corporelle. Toutes les instances disposent d'une mâchoire articulée située au niveau du visage, leur permettant de parler, peu importe l'animal représenté. Par contre, attends, tu dis qu'elles ont des larges mains. Mais genre si c'est une poupée, c'est une... poupée de tissu... Toutes les instances, peu importe l'animal représenté. Donc c'est que c'est des poupées... Moi j'avais compris que c'était que des poupées humaines. Et si c'est pas que des poupées humaines, comment ça se fait qu'elles ont toutes des mains? Tu peux peut-être parler de pattes avant, c'est bizarre. Leurs dents étant particulièrement aiguisées, elles sont l'arme principale des instances n'ayant pas de capacité anormale offensive. Ces poupées servent de récipient aux résidus éthériques récupérés par SCP-500-FR. Les instances de SCP-500-FR montrent un comportement et des connaissances similaires à des criminels humains lors des rares échanges enregistrés, laissant supposer qu'il s'agit d'un transfert de conscience et non d'un carburant utilisé par les instances. Cette population est la seule à descendre régulièrement sur Terre. Par quels moyens? Par quels moyens ils descendent? Ils ont des barques qui volent, ils se téléportent? Bon, on verra si c'est écrit plus tard, mais je note. Les instances de SCP-500-FR3 sont des brownies. Qu'est-ce que c'est brownies? Je recommande à tous ceux qui me parlent de gâteaux conscients sans réaliser leurs bêtises de lire Nos petits voisins ignorés et qui désirent l'être du professeur Culiforbe, qui est un superbe ouvrage, très bien documenté, sur l'histoire du petit peuple en Europe occidentale. Docteur en 4 lettres, H-O-L-T, peut-être le docteur Holt. Donc du coup, les brownies, c'est quoi? Attends, bah tu sais quoi? Est-ce qu'il existe ce livre? Putain, je me suis fait baiser, il n'existe pas. Brownie. Folklore. Un brownie. Ah putain, c'est ça qui s'écrit les bruneides. Oui, c'est des petites personnes. C'est des elfes de maison. C'est eux, les elfes on the shelf. Du même elf on the shelf. C'est eux. Ah, un instant, je vous prie.
on en était là. Voilà, donc les brownies, c'est les elfes de maison. Pas les elfes de maison avec la dégaine de Dobby, mais ceux du même Elf on the Shelf. Retirés de leur habitat naturel, le comté d'Antrim en Irlande du Nord le 3 janvier 2018, tandis que la région était frappée par la tempête Eleanor. Il n'est pas connu à l'heure actuelle si ce déménagement fut forcé ou consenti, mais les autorités anormales britanniques ont confirmé à la Fondation l'inondation d'un village brownie important dans cette zone et la disparition de ses résidents lors d'un passage de routine après les intempéries. Il est supposé que les instances jouent le rôle de matelots, d'artilleurs et de mousses au sein de l'équipage de SCP-500-FR. Et les autres, ils ont quel rôle dans le bateau? Ils font quoi? C'est des touristes? Au total, il est estimé que 300 entités conscientes sont présentes sur le navire de tout temps, 200 instances de FR2 et 100 de FR3, ce qui laisse supposer, au vu de la taille du navire trop petit pour un équipage si nombreux, de la présence d'espaces non euclidiens en son sein. Il est théorisé que ces deux populations obéissent à une troisième qui occuperait les postes supérieurs d'un équipage classique, mais aucun élément n'a permis de le vérifier pour l'instant. Ok. Aparté instantané, un espace non euclidien. Alors déjà, il n'y a pas de tiret. No one expects the fourmi 1 Inquisition, et particulièrement dans une vidéo de Cochinambour. À moins qu'il s'agisse d'une expression typique, comme aigre doux ou doux amer, il n'y a pas de tiret dans un adjectif, donc non euclidien en deux mots. Et ensuite, un espace non euclidien n'est pas ce que vous croyez. Un espace non euclidien, c'est pas un TARDIS, en fait. Un espace non euclidien, c'est un endroit dont la caractéristique principale, en fait la seule, et de là découle tout, est que la somme des angles ne valent pas 180 degrés. La surface d'une planète est un espace non euclidien, par exemple. De la même que l'intérieur d'un bol. Pour prendre des exemples conventionnels et on voit ce que c'est. Malgré tout, ça c'était mon petit aparté mathématique. Je ne fais pas de mauvaise foi, je vois ce que tu entends par espace non euclidien, il y a des petits TARDIS à l'intérieur, on s'est compris. L'apparition de SCP-500-FR1 dans notre plan dimensionnel, les apparitions sont extrêmement rares, une seule apparition ayant été recensée à ce jour. Attends, mais comment on a autant d'infos s'il a apparu qu'une fois? Ces principales manifestations se caractérisent par l'apparition soudaine d'instances de SCP-500-FR2 à des altitudes élevées, qui se laissent ensuite tomber jusqu'au sol, leur chute étant cachée par des tourbillons de vent extrêmement restreints, dissimulant les instances grâce à un procédé anormal de réfraction de la lumière encore mal compris. Ah oui, je connais ça, c'est comme quand tu te largues de l'avion dans Apex Legends, il se passe la même chose. Et ici, il y a un retour à la ligne sans saut de ligne. Les instances se réceptionnent sur leurs mains en tissu, ce qui leur permet d'absorber l'impact de la chute. Putain, la gueule du tissu. Processus déjà aidé par leur poids léger. Oui, c'est vrai qu'ils ont... Enfin... En fait, les objets ont une masse légère, et du coup, un poids léger s'applique sur elles, pour être exact, et pour faire mon petit Henri von Kartoffeln. Pour repartir, les instances utilisent un procédé inverse en se plaçant dans une zone ouverte et en se faisant aspirer par ces mêmes tourbillons avant de réapparaître. Attends. On nous a parlé de tourbillons avant ? Non. Tu nous as pas parlé de tourbillons avant, Holt. Ni qu'il y en avait des ascendants, ni qu'il y en avait des descendants. Les instances de SCP-500-FR2 se rendent sur le sol pour effectuer des tâches variées, mais toutes en rapport avec le Dr. Wondertainment. La personne ou le groupe ou le GDI. Typiquement, là aussi, j'aime bien qu'il y ait un lien vers le hub de Wondertainment. Et a priori, Dr. Wondertainment, c'est un GDI. Et donc, du coup, j'aurais écrit le groupe d'intérêt Dr. Wondertainment. La promotion de produits du Dr. Wondertainment auprès de populations civiles. La réparation de produits du Dr. Wondertainment. Il est à noter que les instances ne viennent pas réparer les produits en possession d'organismes de gestion de l'anormal, comme la Fondation SCP ou la Coalition mondiale occulte, mais seuls ceux de clients ayant réellement acheté un objet provenant de ce groupe d'intérêt, ah là tu reprécises bien que c'est un groupe d'intérêt, via les divers services de vente qu'ils proposent. Lorsqu'interrogés, les clients affirment ne pas avoir appelé un quelconque numéro de service après-vente et que les instances sont venues d'elles-mêmes, avec un S, lorsque le produit a été endommagé.
Le remplacement de produits du Dr Wondertainment. Il faut entre 5 minutes et 24 heures à une instance pour effectuer l'aller-retour. Le retrait de produits du Dr Wondertainment suite à un accident auprès d'un client, le plus souvent létal. Il est fréquent alors que les instances laissent des coupons promotionnels en compensation pour divers produits ou cadeaux. Le vol de produits détenus par des individus ou des groupes, incluant la fondation SCP, ne les ayant pas obtenus par des moyens approuvés par le Dr Wondertainment. Le sauvetage d'instances de SCP-500-FR2 capturées par des individus ou des groupes extérieurs au Dr Wondertainment. La négociation commerciale auprès de marchés anormaux. Non observé mais fortement suspecté de par la forte augmentation des ventes du Dr Wondertainment sur les marchés anormaux internationaux. Ok, donc en gros, là où j'en suis, je pense que le Gepetto, qui doit être peut-être le nom du vaisseau, du bateau, en fait, c'est le bateau du Dr Wondertainment sur lequel il habite, ce qui est du coup un peu logique. En fait, Wondertainment, c'est un peu Gepetto, il fabrique des jouets, etc., et anormaux à la manière de Pinocchio. Et les poupées en question, c'est son service d'ordre. C'est son service d'ordre, et c'est ses sbires qu'il envoie sur Terre avec les petits lutins qui fabriquent les jouets, et le service d'ordre qui vient péter la gueule et s'occuper des produits, etc. Alors c'est très intéressant. Pourquoi c'est des criminels, je ne sais pas. Mais je pense que... Enfin, pour le délire d'avoir des mini-gorilles de Wondertainment qui viennent casser la gueule des gens qui ont volé des produits ou qui viennent en réparer, ça me fait un petit peu penser à Service Truand, que je crois que c'est toi qui avais écrit. On est dans ce même délire du Dr Wondertainment qui est une espèce de mafieux un peu, enfin, qui est pas net quoi. Parce que de mémoire, Service Truand c'était avec l'Esprit de Chicago, je crois, où il y avait des embrouilles. Addendum 500FRA03. Historique des difficultés de traitement du dossier. SCP-500FR est un dossier complexe et sa forme actuelle a été le fruit d'une collaboration à l'échelle de toutes les branches de la Fondation pour en analyser les éléments, faire des liens de cause à effet et parvenir à dresser un schéma logique avec toutes ces observations qui s'accumulent depuis plusieurs mois. Je vais tâcher de résumer ici au mieux pour que les chercheurs et agents qui vont atterrir sur cette affaire du jour au lendemain afin qu'ils puissent constater l'ampleur du problème. Essentiellement, SCP-500FR, c'est 3 éléments. Le point de résurrection qui aspire les âmes des criminels morts, le navire et les entités qu'il y a dessus. Or, jusqu'à très récemment, non seulement tout ceci était considéré comme des anomalies séparées, je préfère anomalie que anormalité, le terme les anormalités pour moi faisant clairement référence au département des anormalités, qui avaient toutes leurs propres rapports, mais en plus leur découverte s'est étalée sur toute une année. Le premier élément est l'apparition de SCP-500FR1 en Irlande, durant la tempête Eleanor en janvier 2018. D'après les témoignages civils, le navire est descendu du ciel, s'est posé dans la forêt et est remonté pour disparaître dans les nuages en à peine 10 minutes. Un village de lutins a été vidé de sa population, mais excepté un lourd travail de désinformation post-incident, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, le navire s'étant volatilisé. Après quelques jours à quadriller le ciel en avion pour retrouver sa trace, ou une variation quelconque du taux de réalité, l'incident a fini dans le classeur des événements inhabituels. Un énième Hollandais volant de passage, comme on a déjà pu en voir. Le second est une série d'observations un peu plus disparates, mais qui ont fini en un incident qui a permis une mobilisation massive des ressources de la Fondation. Il y a, dans plusieurs sites de la Fondation SCP, des unités de recherche chargées de différentes études autour des résidus éthériques, oui, genre le décès par exemple. La plupart du temps, il s'agit d'unités qui vont travailler sur la nature de l'âme humaine, ou encore sur le confinement d'entités spectrales. Il est également fréquent pour ces chercheurs de travailler avec des classes D. À partir de mi-janvier, de temps à autre, ces unités ont commencé à signaler la disparition de leur sujet d'étude. Disparition de fantômes, table de Ouija qui ne répondent plus aux questions, éprouvettes d'ectoplasme évaporées pendant la nuit. Au total, on a dénombré 18 disparitions de janvier à mars réparties sur tout le globe, et ça ne compte que les résidus qui étaient sous notre surveillance. Il est fort à parier que le nombre est bien plus important en réalité. J'aime beaucoup ça. Cette idée que la Fondation, elle est là... En fait, elle considère ça tellement normal de posséder des fantômes qui sont là en mode « on se les a fait voler !» Il y a eu une certaine inertie dans l'administration pour pleinement réaliser qu'il s'agissait d'un même problème et non de phénomènes indépendants. Mais le lien avec le passif criminel a été fait encore plus tard, exactement le 21 mars 2018. Je n'ai pas les autorisations pour en décrire tous les détails, mais mars, il n'y a pas de majuscule au mois, c'est des noms communs les mois. Mais mars fut un mois éprouvant pour les services de renseignement de la branche anglaise, qui travaillent en collaboration avec l'U2I pour coincer l'auteur d'une série d'attentats à la bombe au Texas.
Le coupable, un certain Mark Anthony Condit, avait une manière particulière de doper ses bombes. Il utilisait les résidus éthériques de ses victimes précédentes afin d'en faire de l'ectoplasme qui, couplé à tout un système de réaction chimique anormal, permettait des explosions très fortes avec un volume moindre, facilitant la dissimulation dans des colis postaux. There's a pipe bomb in your post. Très logiquement, différents appareils de mesure furent utilisés par la FIM Alpha 4 Pony Express. Alors celle-là, je sais qu'elle existe et tu aurais pu mettre un lien vers la page des FIM pour repérer les traces de ces résidus et arrêter Condit. Et c'est là que le coup du sort a joué. Les recherches finirent par payer, les forces d'intervention encerclèrent le véhicule de Condit, mais il déclencha un détonateur qui fit exploser la voiture et lui avec. Au-delà de la frustration de ne pas avoir pu arrêter ce terroriste pour qu'il réponde de ses actes, les équipes de recherche ont pu observer une autre chose sur leurs appareils. Excepté l'ectoplasme des bombes dans son coffre, il n'y avait plus la moindre trace de résidus éthériques appartenant à Condit. Il fut très clair alors qu'il venait d'assister à un événement anormal qui valait la peine d'être signalé. D'habitude, les résidus stagnent sur Terre quelque temps, certains plus longtemps que d'autres, au moins suffisamment pour que les outils ésotériques puissent être utilisés à des fins d'interrogatoire. Mais avec Condit, ce fut immédiat, mort sur le coup, aspiré sur le coup. Mais vous vous en doutez, le lien était encore loin d'être fait avec le navire, entre le navire et les criminels morts. Ce dernier n'a été fait que le mois suivant, quand les descentes des instances de SCP-500-FR2 ont commencé à se faire nombreuses. Étrangement au départ, elles ne semblaient pas oser s'attaquer au site de la Fondation, ni même à ceux de la Coalition Mondiale Occulte, mais Marshall Carter and Dark Limited, que en général on écrit plutôt LTD. Que le Limited en entier, surtout en français, eux en ont fait les frais avec des razzias d'entrepôts en pleine nuit par des poupées inarrêtables car littéralement fabriquées pour le vol. Le savoir-faire des poupées fut immédiatement remarqué et il n'y avait que deux possibilités. Soit ce savoir avait été intégré anormalement en elles, soit elles avaient de l'expérience. Ce braquage à l'italienne de Marshall Carter and Dark par des poupées est exceptionnel. J'aime énormément l'ambiance. Quand les instances ont commencé à s'en prendre à des SCP confinés, les enregistrements des caméras permirent de faire des liens logiques. Disons que lorsque plusieurs de ces poupées insultent les gardes de sécurité, font référence à des traitements injustes, que la Fondation leur a infligés pour le passé et libère des classes D en leur conseillant de se suicider le plus tôt possible, afin d'être ressuscités sur le navire avec eux, bon. Ah oui, ça c'est le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il y avait un paquet d'abrutis dans les poupées en question, il doit y avoir plein de gogoles. Parce que ça c'est vraiment très cramé. Disons que le Dr Wondertainment aurait pu faire preuve d'un peu plus de discrétion. Bah non, mais c'est que concrètement, ces sbires sont un peu cons, quoi. Mais même si on commence à avoir une certaine idée de la situation, comme vous avez pu le constater en lisant ce rapport, les informations manquent. Nous ne savons pas comment empêcher SCP-500-FR de récupérer les résidus, et le navire est à présent inatteignable. Nous ne savons pas s'il redescendra un jour, et s'il le fait, cela peut arriver n'importe où, et il est très difficile de s'y préparer efficacement. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est continuer de nous préparer à avoir des criminels en pluche tomber du ciel, être flexibles contre leur capacité anormale, et améliorer nos systèmes de confinement et de sécurité, en attendant d'en apprendre davantage sur eux. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Nous contenons. Alors moi j'aime beaucoup, il y a un problème qui, globalement, en fait tu n'indiques à aucun moment quelle a été la durée pendant laquelle le navire est resté. Et ça m'embête un petit peu, parce que du coup j'arrive pas à savoir si tout ça s'est passé en quelques jours, en quelques mois, si ça a été l'affaire de trois brèches de confinement ou une dizaine. On en sait trop peu. On en sait trop peu là-dessus, et en fait la partie rapport, je dirais, est un petit peu un peu lapidaire, enfin plus que lapidaire, elle est lacunaire surtout. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des choses que je remarque qui sont pas indiquées et ça m'embête un petit peu. Par contre, le ton de cet addendum est génial et l'idée du service d'ordre du Dr Wondertainment qui soit des criminels ressuscités sous forme de peluche est génial. Vraiment, ça me fait trop rire. Et ça me fait un petit peu penser au film avec Schwarzenegger. Comment il s'appelle ce film ? Schwarzenegger. C'est un flic à la maternelle ? Oui, c'est un flic à la maternelle. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, Un flic à la maternelle de Arnold Schwarzenegger, c'est un film complètement con dans lequel Schwarzy
joue un policier qui doit s'occuper d'enfants en bas âge. Et c'est notamment de là que vient le mème célèbre de Schwarzenegger qui est dans une cabine téléphonique et qui crie au téléphone "Put the cookie down!" Voilà. Il y a un petit délire un peu comme ça qui en ressort, mélangé à du Chucky. J'aime beaucoup. Il y a vraiment une esthétique un peu film des années 80 qui s'en dégage, mais qui là est pris complètement au sérieux et c'est très rigolo. Le 5 novembre 2018, à 9h du matin, un incident anormal majeur s'est produit dans la rue d'Aubagne à Marseille. Je sais pas où c'est. Enfin, je sais où est Marseille, mais pas la rue d'Aubagne. 2 immeubles se sont effondrés suite à des dégâts structurels causés par l'entité nommée SCP-500 FR2-133. Donc a priori, j'aurais tendance à penser que c'est un des... Les FR2, c'est les poupées. Nommées Bisou, dont l'anormalité offensive consiste en l'augmentation brusque de sa taille et de sa résistance. Ah oui, c'est le bonhomme Bibendum, enfin c'est le bonhomme Chamallow de SOS Fantôme 2, ça. Oui, c'est dans le 2, le bonhomme Chamallow. Ça fait chpoum là-dedans. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'entité a utilisé sa capacité anormale en urgence pour fuir les propriétaires d'un produit Wondertainment qu'il dérobait. Les 2 propriétaires, décédés lors de l'incident, n'avaient pas d'enfants, ce qui laissait supposer que le produit Wondertainment était possiblement volé ou n'était pas utilisé d'une façon approuvée par le Dr Wondertainment. L'incident étant survenu sur un territoire sous la juridiction de la Coalition mondiale occulte, ah bon, Marseille c'est la CMO, les conséquences sur la stabilité du vol furent trop conséquentes pour l'organisation et forçaient la Fondation SCP à apporter son soutien logistique. Le 8 novembre 2018, après plusieurs jours de campagne de désinformation et d'administration massive d'amnésiques, un scénario crédible remettant la faute sur l'état vétuste des bâtiments fut mis en place. En revanche, ce report de faute pesa lourd sur l'État français et détériora considérablement les relations entre ce dernier et les organisations de contrôle de la normale. Mais qu'est-ce qui nous pète les couilles La Coalition mondiale occulte, suite à l'incident, a décidé de faire un premier pas diplomatique vers la Fondation SCP afin de créer une alliance contre les activités de SCP-500-FR. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que la dernière alliance que j'ai lue entre les deux, c'était le Dieu brisé de DJ Cactus. Et le fait que les 2 fois, les groupes s'allient pour lutter contre une créature gigantesque qui détruit tout, est raccord, sauf que cette fois-ci, c'est le bonhomme Chamallow, quoi. Et ça, c'est vraiment très rigolo. En vrai, j'espère que la référence, c'est Ghostbusters, parce que ça me fait trop rire. Les négociations sont toujours en cours. Addendum E167. Lettre ouverte du Dr Holt au personnel d'Aleph. J'aurais préféré au personnel du site-Aleph quand même, parce que... Bon. Chers amis et collègues, c'est avec une grande perte que je vous fais part du décès de Julien Sorinte. Pour les connaissances les plus proches sur le site, un faire-part vous sera parvenu dans les plus brefs délais vous informant des détails de l'inhumation. Nous mourrons dans l'ombre pour que d'autres puissent vivre dans la lumière. Et Julien est l'incarnation même de cette devise. J'aurai l'honneur de lui remettre jeudi prochain à 18h la médaille de la Fondation à titre posthume, même si beaucoup d'entre nous auraient préféré la lui remettre au terme d'une longue et belle carrière, ici brusquement écoutée. Spécialiste du confinement, Julien était un collègue, mais surtout un ami dont je partageais la volonté de protection du prochain. C'est grâce à lui que tant d'entre nous ont pu se mettre à l'abri lors de l'incident qui lui a coûté la vie. Je retourne ça puisque, en fait, je suis très con. C'est une lettre du Dr Holt. Je vais tenter de prendre une voix un petit peu plus adaptée. Chers amis et collègues, c'est avec une grande peine que je vous fais part du décès de Julien Sorinte. Pour ses connaissances les plus proches sur le site, un faire-part vous sera parvenu dans les plus brefs délais, vous informant des détails de l'inhumation. Nous mourrons dans l'ombre pour que d'autres puissent vivre dans la lumière, et Julien est l'incarnation même de cette devise. J'aurai l'honneur de lui remettre jeudi prochain à 18h la médaille de la Fondation à titre posthume, même si beaucoup d'entre nous auraient préféré la lui remettre au terme d'une longue et belle carrière, ici brusquement écourtée. Spécialiste du confinement, Julien était un collègue, mais surtout un ami dont je partageais la volonté de protection de son prochain. C'est grâce à lui que tant d'entre nous ont pu se mettre à l'abri lors de l'incident qui lui a coûté la vie. C'est grâce à lui que tant de classes D, pourtant si méprisées par un nombre de personnes, eurent des conditions de vie plus convenables suite à son militantisme sincère et bienveillant. Que sa générosité soit remerciée par un meurtre odieux et lâche, orchestré par une pauvre âme réincarnée, dont il avait contribué à rendre l'existence plus heureuse est une ironie cruelle.
Son décès nous fait prendre conscience que le Dr Wondertainment n'est plus la curieuse marque de jouets mystérieuse et innocente qui ne veut que l'amusement des enfants, mais un groupe d'intérêt offensif entouré de mercenaires de coton dont il faut à présent se préserver. J'encourage tous les membres du personnel travaillant sur les produits Wondertainment à se renseigner auprès de leurs responsables de confinement pour connaître les nouvelles mesures qui découleront de ce drame. Mes pensées vont à sa famille, et j'espère de tout mon cœur que dans un monde où les pires criminels ont une seconde chance, Julien en aura une aussi. Ce gamin a toujours donné du fil à retordre au destin. Et ça, c'est du coup le second offset que nous lirons juste après. On va lire le dernier addendum. La situation étant jugée trop critique par le Conseil O5 suite à plusieurs membres du personnel perdus, la Fondation SCP s'engage à une pleine collaboration concernant SCP-500-FR avec des organismes et les services étatiques de gestion de la normale majeure, incluant la Coalition mondiale occulte, l'U2I et le réseau Pangea. C'est le retour de Pangea! Les premiers documents issus de cette collaboration sont disponibles à la consultation pour le personnel autorisé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Documentation complète commune concernant les instances SCP-500-FR2. Bon ça, on va pas reprendre le débat éternel, mais pourquoi c'est pas un offset? Et pourquoi tu en as fait une page différente? Je vais le lire quand même, mais je vais l'inclure. À cause de ce petit débat que nous avons eu la dernière fois, mais pourquoi c'est pas avec le reste? Ici sont présentés des extraits de la documentation commune entre la Fondation SCP et la Coalition mondiale occulte concernant les instances de SCP-500-FR2. Les instances dont le profilage n'est pas considéré comme complet sont référencées dans le dossier 500-FR Reg 2.2. Ce dossier est susceptible d'être mis à jour. Les informations disponibles sur ces entités ont été acquises via des sources croisées et une coopération internationale impliquant enquête de terrain, consultation de médiums reconnus par le registre officiel des psychiques, parce que c'est études d'empreintes éthériques et interrogations. Ah, mais oui, les médiums. Oui. Les psychiques. En français, un psychic, on dit plutôt un médium. Mais... études d'empreintes éthériques ou voyants. Et interrogation d'instances capturées. Toute nouvelle information est à transmettre au responsable général du dossier. Sécurisons, nous protégeons. H-O-L-T. Ah, yes, on a des nomenclatures CMO. Voilà. Ça, je suis content parce que j'aurais bien aimé... j'aurais bien aimé... ne pas cliquer sur les titres des profils, c'est que t'as pas fini de mettre... t'as pas fini de mettre à jour les trucs, ouais. Je pense. Je sais pas. J'aime bien la nomenclature CMO, personnellement, et du coup, j'aurais bien aimé connaître la nomenclature CMO de SCP-500-FR. Houdini. Nomenclature CMO, EDC-009, Blackwood Kringle Voleur. Caractéristique anormale, l'entité est capable de traverser les matières solides et de se déplacer à l'intérieur, ainsi de se rendre intégralement ou partiellement intangible. Ah, comme Houdini qui s'échappait de tout et n'importe quoi. Des capacités de prémonition et de perception augmentées sont également suspectées, l'entité pouvant percevoir les troupes armées avant qu'elles n'arrivent sur sa position, peu importe leur discrétion. Ah, dommage. Niveau de létalité élevé. L'entité est une peluche représentant un lion noir. 2 yeux verdâtres sont présents sur le dos de ses mains et semblent fonctionnels. Ses doigts se terminent en de longues griffes et sont ses armes de prédilection. Réincarnation de Leonard Schwarzschild. Il y a un H à Leonard pour le prénom allemand, je crois. C'est, je sais plus où, mais il me semble qu'il y a un H à Leonard. Né en 1882 à Berlin et mort en 1916 durant la bataille de la Somme. S'est illustré durant la majeure partie de sa vie comme un magicien de génie, utilisant probablement ses techniques ésotériques pour les tours les plus connus. Utilisait vraisemblablement ses capacités pour des cambriolages dans les quartiers huppés de la capitale, et condamné en 1912 à 3 ans de prison, mais en sort tôt à l'approche de la guerre. Houdini possède un tempérament agressif mais joueur. Très sûre d'elle-même, l'entité n'hésite pas à narguer les forces d'intervention ou à user de plans volontairement alambiqués pour parvenir à ses fins. Ses capacités la rendant très efficace pour passer outre les dispositifs de sécurité, l'entité est très fréquemment déployée pour voler discrètement les produits Wondertainment détenus par la Fondation SCP et la Coalition mondiale occulte. Houdini n'hésite pas à utiliser ses capacités anormales pour tuer le personnel de sécurité en cas d'alerte, mais n'étant pas affecté par les armements conventionnels. Pour cette raison, l'option du confinement est exclue pour cette entité et le tir à vue est autorisé. Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris, parce qu'en fait, tu l'as pas précisé. Les instances qui descendent, moi j'avais compris
que en fait, c'est quand le bateau apparaissait qu'ils descendaient. Donc du coup, ils étaient apparus qu'une seule fois. Mais ça a l'air d'être récurrent. C'était pas hyper clair, désolé. Slytherin, qui veut dire Serpentard, je crois, si je me souviens bien. Je suis pas un grand fan d'Harry Potter. J'aime juste beaucoup Dobby, l'elfe de maison. Du coup, je crois que c'est Serpentard. Slytherin. Ouais, c'est ça, c'est Serpentard. EDC 006, Blackwood Kringle Voleur. J'en déduis que du coup, ça doit être un truc genre Blackwood Kringle ou un truc comme ça. Le nom de SCP-500-FR. L'entité est capable de flotter dans les airs et de créer des anomalies spatiales localisées lui permettant de se déplacer instantanément d'un point à un autre dans l'espace ou d'y envoyer des objets. Les portails créés n'ont jamais été éloignés de plus de 50 mètres, mais la limite précise est inconnue, niveau de létalité moyen. L'entité est une peluche représentant une taupe. Ses yeux sont plissés au point de ne pas être visibles, mais l'entité voit parfaitement. Ses doigts se terminent dans de longues griffes similaires à celles des taupes, mais l'entité ne les utilise pas, préférant refermer ses portails sur des cibles en cas de combat afin de les trancher en deux, ou les déplacer de plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Alors ça c'est une technique bien connue des joueurs d'Héliotrope, de Dofus. La réincarnation de César Alaka, né en 1927 à Chicago et mort en 1956 en Égypte, tueur en série ayant développé des capacités de télékinésie durant son service militaire, aurait tué entre 30 et 240 personnes de 45 à 55. A vécu une grande partie de sa vie comme fugitif avant d'essayer de profiter de la crise politique du canal de Suez pour prendre le pouvoir sur une section du territoire égyptien. Meurt d'une balle dans la tête après 4 jours de siège et environ 450 morts civiles et 30 morts parmi les forces d'intervention de la Fondation. Slytherin est déployé presque exclusivement pour voler des produits Wondertainment. Même en agissant en groupe, Slytherin ne parle pas aux autres entités et se contente souvent d'agir seul et rapidement, laissant les autres à des tâches de surveillance ou d'attaque. Slytherin n'attaque les membres du personnel que lorsqu'il est lui-même attaqué et entre alors dans un état de rage particulièrement dangereux. Pour cette raison, l'option du confinement est exclue pour cette entité et le tir à vue est autorisé. Xynthia. Alors j'ai pas les refs des images. Je suppose que ça c'est Houdini, le magicien. Même si, en vrai, le truc de s'échapper tout le temps, c'est pas David Copperfield? Je sais pas. J'ai pas les références, j'ai pas la rêve des images que t'as mis, Holt. Ok, est-ce que pour tous il faut pas cliquer sur les profils? Ouais. Pour tous il faut pas cliquer sur les profils. Ok. Donc, Xynthia, l'entité est capable de manipuler des flux électromagnétiques extrêmement puissants, lui permettant de manipuler les objets métalliques, de les amener à elle, de les repousser et de les détruire, ainsi que de dérégler radars, appareils de mesure et appareils électroniques. Niveau de létalité élevé. Description. L'entité est une peluche représentant une chauve-souris blanche. Ses oreilles et son nez sont jaunes et ses ailes sont recouvertes d'écailles métalliques qu'elle peut manipuler pour flotter dans les airs. Information connue. Réincarnation de Jennifer Ferrara, née en 33 à Milan et morte en 2015 à Palerme. A quitté les études à l'âge de 15 ans et a enchaîné les jobs alimentaires. Je trouve ça très... comment dire, peu pro, un peu familier les jobs alimentaires. Les phases de chômage jusqu'à son incarcération en 2014 suite au meurtre de sa sœur. Putain de merde! S'est suicidé 1 an plus tard en prison en ingérant des compléments alimentaires provenant de l'infirmerie de la prison et provoquant une intoxication par le fer. Si c'est une vraie anecdote, c'est incroyable, sinon j'y crois pas. Xynthia est fréquemment déployée pour des approches frontales extrêmement violentes ou pour désactiver des systèmes de sécurité pouvant gêner le vol des produits Wondertainment convoités. L'entité agit fréquemment en groupe et sert alors de diversion, le larcin étant commis en parallèle. Xynthia prenant du plaisir à combattre, il est déconseillé d'insister lorsqu'une approche armée ne semble pas marcher, au risque d'attirer l'attention sur soi. Les capacités de destruction de Xynthia étant particulièrement étendues, l'option du confinement est exclue et le tir à vue est autorisé. Ça a l'air d'être le cas pour tous. En vrai, ce que j'aime à la fois bien et pas trop, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tous des super pouvoirs à la X-Men, quoi. Mais ce que je trouve rigolo, c'est que c'est des peluches, quoi, en fait. C'est de m'imaginer un gang de peluches avec des super pouvoirs de X-Men. C'est un peu sympa. Sinon, pour moi, on s'éloigne du... Enfin, sans ce truc-là, on s'éloignerait
Bon, là, on reste dans la cohérence du rapport, mais sinon on s'éloignerait de la fondation SCP pour rejoindre la fondation originelle caractère. Qui me parle? Voilà. Alors, je suis de retour. Chucky. Attends, non, je veux pas enregistrer l'image, putain de merde. C'est juste un mec avec une pose un peu creepy. Ok. L'entité est capable de se téléporter sur de courtes distances et de se métamorphoser en enfant humain. Les limites exactes de cette transformation sont inconnues, mais il est supposé que l'entité ne peut qu'adopter l'apparence d'individus qu'elle a déjà observé. Létalité faible. Du coup, la létalité... Oui, non, c'est la première à être faible. Et après, il y aura Rust et Cowboy encore. Putain, le rapport est long. Hein. Caractéristique anormale. L'entité est capable de se téléporter, donc ça je viens de le lire. L'entité est une peluche représentant un loup. Ses mains, au lieu d'être composées de tissu comme les autres peluches, sont composées de latex bleu. Elle le recouvre et se déforme anormalement afin de former des transformations. Réincarnation d'Elliot Salamander, né en 97 à Wilmington et mort dans des circonstances inconnues en 2017, présumément quelque part dans l'état de New York, faisant partie de nombreux réseaux de hackers White Hat. T'aurais pu expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, je vais le faire ici. Au cas où vous ne sauriez pas, un White Hat, c'est un hacker gentil, enfin c'est un hacker dont l'objectif n'est pas de faire des actions criminelles, mais d'utiliser ses connaissances pour renforcer la sécurité des sites en leur indiquant comment est-ce qu'il a réussi à les hacker et comment on peut corriger ce genre de choses. Et travaillait en parallèle dans une entreprise de cybersécurité, et suspecté d'être le principal responsable de la diffusion d'informations privées ayant mené à l'arrestation de l'acteur. Qu'est-ce qui s'est fait arrêter Qu'est-ce qui s'est fait arrêter pour possession d'images pédopornographiques? Y a pas... C'est pas Kevin Spacey? Kevin Spacey. Pour moi, ça fait pas assez de lettres, mais Kevin Spacey. Pédopornographie. Merci pour mon historique internet, Holt. Ah non, lui, il a été attouché, il a été accusé d'attouchement sexuel sur mineur. Bah du coup, je sais pas qui possédait de la pédopornographie chez lui comme acteur. Est avérée son appartenance à des groupes plus clandestins menant des campagnes de harcèlement massif et des chantages permis par de nombreux comptes factices sur les réseaux sociaux afin de faire passer pour des individus mineurs, de se faire passer pour des individus mineurs qu'il utilisait ensuite pour tromper ses victimes. Élevé par une mère célibataire, il quitte brusquement le domicile familial en 2017 pour un prétendu travail dans l'armée. Il cesse de donner des nouvelles 10 mois plus tard et disparaît. Chucky est déployé le plus souvent pour des missions discrètes chez des particuliers ou toute autre situation où sa capacité de transformation lui confère un avantage de discrétion. Les témoins décrivent l'entité comme désagréable et insolente, possédant un cynisme qui a tendance à trancher avec sa couverture. En particulier, l'entité semble peu apprécier les enfants. Ouais, comme Chucky. En cas de problème, Chucky ne cherche pas la confrontation et préfère fuir. Il a seulement été observé que l'entité savait se servir d'une arme à feu. Alors ça c'est une image qui me dit carrément quelque chose.
Oliver Twist. Il y a un film Oliver Twist dans lequel il y a ça. Oliver Twist Jr. 1921. Attends, par contre, pourquoi Discord? Pourquoi Discord? Putain, mais t'es... Holt, le lien d'upload de ton image, c'est un lien Discord. Tu l'as laissé... je te conseille de le poser sur le site, au cas où... typiquement, selon ce qui se passe et l'état des serveurs Discord, tu peux plus accéder à l'image. L'entité est capable de désagréger la plupart des matériaux en les touchant, la vitesse de dégradation dépendant de leur résilience. Cette capacité anormale reproduit en quelques secondes l'exposition du matériau à l'air libre pendant des années. Ainsi, en maintenant le contact, les matériaux organiques pourrissent, les métaux rouillent et s'abîment. On aurait mis un etc plutôt que ces 3 points de suspension. Létalité moyenne. Description, l'entité est une peluche représentant un écureuil roux. Ses mains portent des traces d'usure en permanence, ce qui laisse supposer que ces marques sont intentionnelles. Information connue, résurrection de Donak Makan, né en 1904 à Randallstown et mort dans les années 20, avec du coup à 16 ans, en relèvement de la grippe espagnole. Vit d'abord chez ses parents éleveurs avant d'être recruté par son oncle pour un travail en ville. En parallèle d'un travail légal en tant que colporteur de journaux, il fait de la contrefaçon d'œuvres d'art en compagnie de son oncle, ce qui lui permet d'avoir une demeure bien au-dessus de leur capacité financière. En 19, son oncle est arrêté et leurs biens saisis. Les traces de l'existence de son neveu s'arrêtent à cette date. Tout comme Chucky, Rust est déployé le plus souvent pour des missions chez des particuliers. L'entité panique vite et peine à communiquer, s'arrangeant le plus souvent pour échanger le moins possible avec les clients. Il est fréquent que les objets qu'il vole soient détruits durant sa fuite, laissant supposer une capacité anormale peu maîtrisée. En cas de problème, Rust évite le contact et cherche à fuir, mais il est arrivé qu'il fasse des dégâts importants s'il se trouve dans une situation critique le forçant à se défendre. Pour cette raison, l'entité doit être confrontée avec prudence et les agents de terrain doivent préférer des méthodes de neutralisation à distance. Cowboy. Alors Cowboy... C'est pareil. Mais putain, mais c'est que des images que t'as de Discord, Holt. Alors attendez, un instant. Bon, je suis de retour. Donc, Cowboy, pas d'image présentée. L'entité est capable de manipuler une dizaine de ficelles sortant par son dos, épaisses d'1 centimètre environ, et lui permettant de manipuler des objets légers. Par des mouvements précis, cette capacité lui permet également de ligoter, restreindre, soulever et frapper avec des cordes composées de plusieurs ficelles liées ensemble. Niveau de létalité faible. Description, l'entité est une peluche représentant un fennec. Contrairement aux rumeurs, elle ne porte pas de chapeau de cow-boy. Résurrection de Julien Censuré, né en données supprimées, spécialiste du confinement, employé en données supprimées. Ah oui, c'est... Comment il s'appelait? C'est Julien Sorinte. Note, merci de ne pas déplacer ce profilage dans le dossier des incomplets. Les informations supprimées ne sont pas des informations manquantes. Ce cas particulier a été rédigé avec la fondation SCP. Ils détiennent des informations sur lui, pas nous. Accord de confidentialité basique de l'agent Marilyn. Cowboy est déployé régulièrement pour des missions impliquant des jouets déréglés et conscients dont les propriétaires ont perdu le contrôle, nécessitant une capture sans dégâts. L'entité est habituée à restreindre des objets plus massifs et qu'elle a usé
la fin veut rien dire, plusieurs de ses fils comme une lourde masse lorsque le besoin s'en fait ressentir. Les témoins décrivent Cowboy comme avenant et poli. En cas de problème, Cowboy évite le conflit, ne blessant que superficiellement d'éventuels agents de terrain cherchant à le capturer. L'acte de violence le plus extrême jamais observé fut une strangulation que l'entité a immédiatement stoppée sitôt que la cible s'est évanouie. En cas de capture, Cowboy doit immédiatement être cédé à la Fondation SCP. Alors là, je vois collaboration, et donc je comprends pourquoi c'est une page annexe. Je pense que l'idée, c'est qu'en fait, on peut nous-mêmes ajouter nos propres... profils de peluches. On peut ajouter nos propres profils de peluches. Et je trouve ça vachement sympa. Alors ça fait des micro-fiches, ça fait un peu département des anormalités comme type de fiches, rédigées par la CMO. Et le fait que, en fait... Bon, concrètement, c'est des fiches de X-Men. C'est des bestioles... Enfin, ils prennent la forme de peluches, mais en vrai, c'est des X-Men, les bazars. Donc, on est un petit peu en dehors de ce qu'est un objet SCP régulièrement. J'aime beaucoup l'initiative, et j'aime énormément le fait d'avoir créé une page collaborative pour le concours. C'est quelque chose qu'on n'a pas osé faire, et c'est très ballsy de le faire. Alors, je vais regarder le commentaire que tu as posé. S'il y a du spoil, je couperai ça dans la vidéo. Ok, donc il y avait un petit peu de spoil par rapport au reste du rapport. Je reviendrai dessus à la fin pour en parler plus avant. Offset maintenant. Sur le fil. Cette image est horrible. D'habitude, rien ne remet mieux les idées en place qu'un solide coup de batte. Mais dans le cas de Pelote, c'est déjà du 3e. Il n'avait toujours pas appelé à la clémence de son tortionnaire. Le 4e coup vola droit dans son abdomen. Les fils et le coton firent de leur mieux pour amortir la frappe. Mais restaient les clous de l'arme qui déliaient le tissu comme les dents arrachaient la chair, révélant son squelette de bois. « Tu joues le costaud, crevette ? Excuse-toi ou il s'arrête pas !» lança un kleptoïde témoin de la scène qui s'amusait de sa situation, mais qui avait aussi un soupçon d'inquiétude de voir un homme mourir sous ses yeux, là, maintenant. Car il s'agissait bien d'un homme, pas vrai ? Pelote se posa la question tandis que le 5e coup manqua de fendre son crâne de poupée. Il était, comme tous les animaux de peluche qu'il observait se faire maltraiter par le maître d'équipage, un kleptoïde. Une pauvre âme qui, alors qu'elle filait droit vers la mort, fut récupérée par l'équipage du Gepetto afin de se repentir de sa vie de crime et de se mettre au service de la joie, des rires et des chants. Est-ce que la référence c'est ça ? Je me fais... Là c'est mort pour la... C'est vrai que j'ai coupé le son. Sauf que là, c'est détenu par le Dr. Wondertainment qui a l'air d'engager des criminels et de leur faire des dingueries. Le problème était qu'il n'avait jamais été un criminel. Il n'avait rien à se faire pardonner. Le 6e coup manqua de le casser en deux, mais la batte eut la gentillesse de le faire rouler sur quelques mètres à sa place. Blue, le maître d'armes, s'approcha en laissant son arme racler sur le bois du navire. Ce n'était rien d'autre qu'un robot. Un humanoïde à la tête de télévision et au visage sévère, représenté par une émoticône affichée en grand sur un écran cathodique, dont la lumière bleutée donnait mal au crâne. Il avait été créé, programmé pour gérer des kleptoïdes, des criminels, des braqueurs, des meurtriers, et tout son code était fait pour leur faire peur, car il n'y a guère que la violence que ces individus comprennent. Blue était intelligent, mais restait un robot. Une intelligence artificielle a un fonctionnement millimétré, prévisible pour tout marin le côtoyant régulièrement. Pelote connaissait ce fonctionnement, et pourtant, aucun pardon ne sortit de sa bouche pour mettre fin à la punition. « Des excuses ! Des excuses !» chantèrent en chœur plusieurs poupées à tête d'oiseau en frappant dans leurs mains disproportionnées. Blue éleva sa batte au-dessus du crâne du kleptoïde allongé. Sous la lumière de la lune, il ne restait plus grand-chose de la tête du Fennec, qui leva un regard endormi sur le maître d'équipage. Ah oui, du coup, c'est... Julien Sorinte.
Excuse-moi, Blue, je ferai attention la prochaine fois. Le maître d'armes se figea. Le clou le plus proche chatouilla le museau de la poupée. Pelote sourit d'une expression désolée, la moitié de la face dégarnie de son tissu et son coton. Blue poussa un long soupir électronique qui fit mal aux oreilles. Ça t'en aura pris du temps. Il le tapota du pied. Relève-toi. Bien entendu, il ne fut pas aidé. Autour de lui, les kleptoïs allaient et circulaient, certains s'étant arrêtés spécialement pour le spectacle à la sortie de leur mission, les mains chargées de jouets cassés. Certains ricanaient en le toisant, d'autres parlaient entre eux. Le Fennec ne les regardait pas et préféra faire face à Blue en bon kleptoï respectueux. Saute une ligne. La télévision grésilla. Les sourcils cartoonesques se froncèrent une fois encore. C'est ton 4e blâme de la journée. Bzzzt. Il s'agit également de ton dernier. Pas d'autre mission pour aujourd'hui. Si c'est pour oublier une fois sur deux les coupons de réduction. D'un geste leste, la barre cloutée de Blue remonta en appui sur son épaule. Sur les clous étaient encore accrochés des morceaux de la poupée fraîchement battue. Bzzzt. Je peux savoir pourquoi tu tiens tant à enchaîner les assignations si c'est pour faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien de faire du zèle si la fatigue te rattrape si vite. L'œil de Pelote roula discrètement vers le classement général, mis à jour en temps réel et occupant fièrement tout un pan de mur du pont d'envol. Un étage du Gepetto criblé de balles, criblé de larges fenêtres devant lesquelles les kleptoïs se jettent dans le vide pour atterrir sur Terre. Il repéra son nom et son visage. Éternel centième sur les 200 truands du service client. Ah oui, d'où la référence à service truand. Il sourit faiblement à Blue. Je dois bien essayer de maintenir ma place. Il se frotta la tête de son bras valide, l'autre tenait à peine au reste de son corps. Mais c'est gentil de t'inquiéter pour moi, Blue. Le maître d'équipage haussa un sourcil et fit tourner un logiciel de détection de sarcasme sur le visage poli du kleptoï. Débarrasse le plancher, sifflèrent ses enceintes, ne décelant aucune intention insolente. Blue reprit sa ronde, laissant le kleptoï sur place. Le sourire de Pelote s'effaça immédiatement une fois seul, car il n'y avait plus personne auprès de qui faire semblant, et ceux qui ricanaient autour de lui n'en valaient pas la peine. Il quitta le pont, ses ficelles animées comme des membres, ce qui le fit ressembler à une curieuse araignée blessée. Ces ficelles étaient son seul pouvoir, la seule chose dans laquelle il avait une confiance absolue. Certains ont des trous noirs, la télékinésie, des boules de feu, et lui avait en tout et pour tout 9 ficelles qui tordaient et tortillaient pour s'accrocher, saisir, étrangler et guère grand-chose de plus. Au moins, elle permettait de se rendre jusqu'à l'infirmerie sans avoir à ramper sur le sol. Ça me fait un peu penser au personnage de My Hero Academia où, alors que dans sa classe, il y a des gens qui ont une super force, peuvent matérialiser n'importe quoi, contrôler le feu et la glace, faire des explosions, le gars il a des rouleaux de scotch accrochés au coude et puis c'est tout quoi. Ça fait un peu ça je trouve. Les entrailles du Gepetto grondaient de vie. Pelote passa devant une salle de jeu remplie de machines à sous et d'injures, traversa un terrain de basket improvisé avec 2 paniers à linge, en s'excusant platement auprès de ses joueurs, et finit par arriver dans un couloir peu éclairé au bout duquel la lumière chaude et rassurante de l'infirmerie. Dans ce couloir sombre, il y avait un mousse. Saute une ligne. Assis sur un coffre à jouets dont les poupons et les petits trains inutilisés gisaient tout autour, il fumait discrètement à l'égard des autres. Ses petits yeux se posèrent sur Pelote et il retira sa longue pipe de ses lèvres avant de souffler une langue de fumée qui glissa autour de son nez crochu et sur les contours rêches de sa peau sale. « Hi !» grinça le lutin pas plus haut que 5 pommes. « Salut Jack !» dit doucement Pelote en s'approchant et en se laissant durement tomber à ses côtés. Les mousses n'aimaient pas qu'on dise leur nom trop fort plus d'une fois par jour. Le prononcer sans qu'ils ne grimacent ou ne mettent des joues au visage du coupable était au minimum le signe d'une entente cordiale entre les deux employés. Une relation rare entre un kleptoï et un gnome. La tête du Fennec tomba en arrière, en appui contre le mur. Gravement blessé, il se laissa pourtant bercer par les craquements du navire. « Tu t'excuses de plus en plus tard, » observa le mousse, aspirant à nouveau de son tabac. Murmura le jouet. « Et les nouvelles vont de plus en plus vite chez vous. »« J'ai de bonnes oreilles et je sais compter les coups. Tu comptes pas te faire réparer ?» Le cou de la peluche pivota vers le lutin. « J'espérais que tu me portes sur les derniers mètres, » plaisanta-t-il avec un large sourire rempli de canines. Jack arqua un sourcil, enleva la pipe de sa bouche et demanda le plus sérieusement du monde. « C'est une consigne ?» Les mousses ne riaient pas avec ça. Ils étaient des esprits du foyer. « Encore, putain !» Avant que les circonstances ne poussent leur peuple à accepter cet emploi. Il arrivait à Jack de se
se perdre en histoire de l'époque où, lorsqu'ils quittaient leur village, ils allaient de maison en maison à traire les vaches, couper les mauvaises plantes et laver les habits, jusqu'à ce que les propriétaires fassent l'erreur de leur donner un nom et des vêtements. Ah oui, donc ça c'est vraiment un Dobby elfe de maison. Il fait partie du peuple libre, quoi. À ce moment-là, il s'en allait. L'expression de Pelote s'estompa un brin. Non, je blague. Jack grimaça et recommença à tirer sur son herbe. La bonne herbe des elfelins. Ici, les mousses devaient, selon leur contrat, porter un nom et être toujours vécues d'un pyjama de nourrisson mignonné. Oh putain, l'enfer. Celui de Jack était d'une souris d'un bleu pétant. Tout ceci afin de pallier leur laideur. Les raisons qui ont poussé ces brownies à accepter un tel contrat sont un sujet pire que tabou pour eux. Jack claqua sa langue. Son ton était celui d'un minuscule grand-père contrarié, bien décidé à remonter quelques bretelles. Combien tu en as fait aujourd'hui? 10, 20, 40? Pelote affronta son air dur avec un second sourire désolé. 23. Le lutin secoua la tête, ce qui fit remuer les petites oreilles de son uniforme. Oh, putain, vraiment les kigurumi, au secours. Le klepteuil reprit contenance et haussa les épaules. Tu sais comment c'est ici. J'ai un classement à surveiller, je dois pas être trop bas. Et puis, plus tu veux travailler, plus t'es un bon employé, non? L'œil jaune de Jack se tourna vers la mine rieuse de la poupée. Sans répondre, il inspira longuement dans son tabac et lui expira un lent panache de brume au visage qu'il aurait probablement fait tousser si les klepteuils pouvaient respirer. C'est le sourire le plus vide que j'ai pu voir de tous mes printemps, croassa le mousse. Il soutint le regard, mais Pelote, lui, se détourna, le museau baissé, son sourire puni jusqu'à ne devenir qu'un vague rictus défait. Tu ne t'en es toujours pas remis, hein? Les lutins ont un parler brutal, une franchise sans pitié. Certains pourraient dire qu'ils n'ont pas plus d'empathie que le psychopathe moyen, ce qui en fait des larbins parfaits pour un tel trou à rats. Mais si c'était vraiment le cas, Pelote ne serait pas assis à côté de lui. Car expecter les quelques mauvaises farces, et malgré leur manque de filtre, les mouches ont bon cœur. Et Pelote sentait qu'il avait besoin d'une petite claque, ne serait-ce qu'inconsciemment. « Est-ce possible de s'en remettre ?» interrompit la poupée, juste avant de faire l'erreur de prononcer le nom du lutin une seconde fois. Jack profita du flottement pour intervenir. « Écoute, Fennec, Autumn a besoin de toi. La dernière fois que j'ai regardé, il rôdait vers les bas-fonds du classement. » Il renifla. « S'il y en a un qui peut tenir debout tout seul, c'est toi. Et s'il te faut une raison, fais-le au moins pour lui. Les autres seraient tristes de le perdre. » En raison de ses origines irlandaises, les mousses considéraient Autumn avec un peu plus de tolérance que les autres klepteuils. Lui, connaissant ses chants, les coutumes, connaissait les chants, les coutumes. Il était l'un des seuls, avec Pelote, à les respecter. Un sourire triste revint sur l'expression du Fennec de tissu. Était-ce vraiment ce qu'elle était venue chercher en s'asseyant à côté de Jack? Qu'il devait vivre, non pas pour lui, mais pour allonger l'existence de quelqu'un de plus vulnérable? La façon qu'avait Jack de le dire semblait sous-entendre que sa disparition à lui serait mieux vécue par la population mousse. Et même si c'était vrai, ça contribuait à le vider. C'est déjà la seule chose qui me fait tenir, tu sais. Combien de points lui a rapporté la dernière mission? Une douzaine? Ça le fait pas sortir de la fourchette où il risque le remerciement? Pelote soupira. Enfin, pas vraiment. Il s'agissait de l'un de ces anciens réflexes humains typiques des klepteuils, comme si leur esprit n'allait pas avec leur corps et avait conservé des réflexes qui ne font pas sens avec leur physionomie. Concrètement, il l'a fait couvrir la bouche, gonfler le torse puis la fessée. Je ne sais pas, Tu sais, il faut lui donner du temps. Il a perdu tous ses repères, 2 fois. La première fois, c'était son recrutement. Quand un klepteuil est embauché, son esprit est vidé. On ne retire que ce qu'il faut pour être un employé efficace, ce qui sert à maintenir un fragment d'identité, à savoir manier une arme, à crier très fort contre un client, à voler, mentir et frapper, ce qui fait qu'un klepteuil est un klepteuil. Tout ce qui pourrait servir à retrouver leur vie d'avant va à la poubelle. Les souvenirs d'un klepteuil est une bande dessinée, poinçonnée de trous. Les visages, les noms sont découpés du paysage. Les lieux sont floutés, ne laissant que le squelette, le résumé d'une vie, les vagues impressions de ce qu'on a pu être. De ce qu'on a pu être. De ce que l'on a pu être. Putain, je sais pas parler. Avant d'être un marin de coton. J'entends bien, mais s'il finit complètement seul, ça finira de l'achever. Jack l'observa un instant. Je suppose que maintenant vous dépendez l'un de l'autre. Si l'un est remercié, l'autre le sera aussi. La seconde fois, Pelote l'a partagé. Renard, le leader, disparu en mission. Bougie, le papillon, et Toxique, la grenouille, exterminé par la coalition. Gemme, la pie,
la révolutionnaire, l'indomptable, qui suite aux tragédies de leur groupe d'amis, n'a pas supporté voir ses libertés restreintes. L'oiseau, au lieu de voler, a choisi de partir par les flammes, sous les yeux de Pelote et d'Automne après un dernier adieu. J'aime. Le Gepetto était une bien terrible machine, sur laquelle ne survivaient que les dociles, les forts et les cruels. Mais malheureusement pour eux, la docilité n'était pas une qualité suffisante. Pelote commençait à se relever en remerciant Jack. Que cette discussion ait été positive ou non, il en avait assez entendu. Il tiendra. Il tiendra sur le peu qu'il a. Il sentit une chaleur, comme l'onde d'un feu de bois étouffé par quelques couvertures. Jack et Pelote se tournèrent vers le capitaine, qui venait d'apparaître au bout du couloir en contournant quelques mousses. Posé à quelques pas d'eux, le capitaine ne dit pas un mot et attendit que Kleptoy réalise sa présence. Ça ne manqua pas. L'intéressé se redressa le plus vite qu'il put et se tint droit dans une pose pratiquement militaire face au commandement en chef du Gepetto. « Bonsoir, capitaine. » Personne ne pouvait, n'osait l'appeler Nounours. Il leur ressemblait. Mains comiquement larges, jambes fines et tirées, yeux acariâtres. Mais il n'avait pas de bouche. Sa voix semblait venir d'un feu éternel, d'une rage contenue, épuisée, comme s'il était prêt à chaque instant à tuer un homme, mais qui avait également la présence d'esprit de ne pas faire mal aux innocents. « C'est quoi cet état ? Tu comptes t'effriter sur tout le navire ?» Pelote, le menton levé, expliqua posément, dissimulant son intimidation par une franchise calme. « J'ai été puni par Blue, capitaine. J'étais sur le chemin de l'infirmerie et... »« Alors vas-y, et ne traîne pas, et... Hey !» Il se tourna brusquement et interpella un Kleptoy de la main qui ne faisait que passer. Le concerné sursauta, le poil dressé. Le Fennec croisa son regard. Glitch. « Toi, ramène-toi !» Nounours pointa Pelote. Son poing était couvert de fermetures éclairs desquelles s'échappaient de très fines langues de flamme. Personne n'aimait les voir ouvertes. « Accompagne Pelote à l'infirmerie. Tu t'assures qu'il se tienne tranquille jusqu'à la fin de la préparation. J'en ai marre de voir des éclopés déprimés traînant les soutes allongés par terre. On se croirait dans un négrier. » Glitch s'approcha, le cou rentré entre les épaules, refroidi par le vocabulaire politiquement peu correct de l'ours en peluche. En faisant face à Pelote, il tenta tout de même une approche grinçante. « Encore à te faire remarquer, Fennec ?» Pelote grinça des dents. Blue et Nounours avaient tendance à coller les Kleptoy par espèce animale, ce qui faisait qu'ils côtoyaient souvent cet insupportable loup. Il eut une période, au début du Gepetto, où les poupées se regroupaient par ethnicité, qu'ils prétendaient avoir, comme dans beaucoup de prisons. Les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Blancs avec les Blancs. Cela fonctionnait à peu près bien jusqu'à ce que l'on se rende compte que certains imitaient très bien l'accent japonais pour intégrer les anciens yakuza. Des groupes explosèrent à ce moment et les criminels finirent par se résoudre à se regrouper par espèces. Les oiseaux avec les oiseaux, les poissons avec les poissons. « Comment je pourrais avoir ton attention autrement, mon louveteau ?» Canidé. L'ironie de Pelote était plus joueuse et douce que celle de Glitch, mais Nounours coupa malgré tout leur manège immédiatement. « Pas de chit-chat sur le trajet, il y a 15 mètres à faire. Si vous vous fritez, vous passez les nuits au cachot, c'est clair ?»« Très clair, » répondit le Fennec d'une petite voix. « Ouais, clair, Cap, » surenchérit Glitch qui, chopant Pelote sous les selles sans lui demander son avis, entreprit de soutenir sa marche jusqu'à la porte de l'infirmerie. Le Fennec aurait pu protester et se débattre, car ses ficelles lui suffisaient amplement pour se déplacer seul, mais il décida de rester sage devant le capitaine et de se laisser materner. Dans les coulisses de cette scène, Jack était parfaitement satisfait d'avoir été oublié. C'est la même... Ah, c'est la même couleur qu'avant, putain, je suis con. Avoir été oublié, sa silhouette bleue électrique tout juste visible dans les ombres. Il fuma, les yeux fermés, pendant que Nounours resta debout, les bras croisés, à s'assurer que les deux Kleptoy franchissent la porte de l'infirmerie sans zizanie. Mais même une fois la porte claquée, Nounours ne bougea pas, visiblement pensif, les sourcils intensément foncés. Sans le regarder, Jack s'arrêta de soupirer de la fumée et demanda d'une voix rauque. « Vous êtes certain du choix de votre protégé, capitaine ?» L'ours pivota lentement vers le lutin, peu habitué à engager la discussion directement avec eux. Il a des subordonnés pour ça. « Excuse-moi. » Le ton était sombre, presque menaçant, mais le lutin, qui ne faisait pourtant que la moitié de sa taille, n'était pas impressionné. Il ne rencontra pas le regard du commandant pour autant et inspira dans sa pipe, avant de souffler une explication pleine de brouillard. « Vous êtes davantage sur son dos à lui que sur tous les autres. Dès que vous sortez de votre bureau, c'est pour lui passer un savon ou le surveiller. » La pupille jaunâtre du lutin vint rencontrer les grandes billes oculaires noires de Nounours. « Vous voulez envoyer un Kleptoy pour reprendre contact avec votre famille sur Terre, non ?»
En seule réponse, l'air se densifia, la température monta. Suffisamment de signes pour que Jack choisisse de ne plus porter son tabac à ses lèvres. « Jack !» articula distinctement le capitaine. « Qui est au courant de ça ?» Jack était un vieux gnome. Il avait connu les dragons, les trolls, les sorcières, les chasseurs. Il n'allait pas être effrayé par une peluche déformée. « Juste les mousses. Ça parle dans les cales, vous savez. Depuis le temps qu'on travaille pour le docteur, on a bien vu que même le capitaine n'avait pas envie d'être ici. » Il renifla. Ça sentait le cramer. Les rumeurs d'un marché ont commencé à circuler. À raconter que si vous utilisiez un kleptoï comme coursier personnel, les Tréaux fermeraient les yeux. Les Tréaux ? Dr. Wondertainment serait plusieurs personnes ? Autour, la vie continuait son cours sans se rendre compte du secret de cette discussion. Le lutin et le jouet parlaient maintenant bas, si bas que la machinerie des tornades réflectives couvrait largement leurs paroles. Vous êtes le seul kleptoï à avoir encore tous vos souvenirs. Certains sont un peu jaloux de ça d'ailleurs. Mais vous ne pouvez pas descendre vous-même, alors... Nounours serra le poing. Jack crut aviser de préciser d'un ton grinçant mais posé. Aucune de vos petites frappes ne sait quoi que ce soit. Nous ne leur parlons pratiquement pas. Il leva le nez vers le capitaine, dont l'expression baissait en intensité. Et aucun de nos autres gnomes n'avons intérêt à alimenter une mutinerie, vous savez. L'ours restait désespérément silencieux. Il finit même par tourner la tête et par regarder ailleurs. Pourquoi lui, capitaine? Pelote est un bon garçon, mais il est loin d'être le plus fiable. Il y eut un flottement durant lequel seul le vent coulant sous la coque fut audible. Nounours articula. « Il fait ce que je lui dis. » Jack objecta, un sourire levé. « Comme tous les autres ?» L'ours tourna la tête vers lui. Le gnome affronta de nouveau son regard. « Il n'a plus qu'un ami proche, lui aussi isolé. Même s'il se confie, ça ne s'ébruitera pas. »« Pas plus !» corrigea-t-il en considérant le petit personnage. Jack ricana et tira une bouffée de sa pipe, heureux d'avoir arraché ses confidences du capitaine. Il se sentait sage et malin. Vous autres humains, votre premier réflexe est toujours de mentir. Je me souviens encore quand vous nous affirmiez qu'il n'y avait aucun monstre dans les nuages, alors qu'on entendait les grondements toutes les nuits et que... Jack. Son nom. C'était la deuxième fois, ce qui coupa le sifflet du gnome. Les nounours s'accroupit. Ses jambes pliaient d'une manière étrange et faisaient un bruit de vieux bois usé. Ses flammes étaient tièdes, mais son regard glacial. Ses sourcils relevés, les yeux presque écarquillés, il semblait prodiguer un gentil conseil bon enfant. Son museau n'était qu'à quelques centimètres du long nez du nain, qui se mit à pâlir. « Regarde ma main !» Il ouvrit son large poing. Le tissu était partiellement brûlé, le métal des fermetures éclair blanchi. De la base de sa paume à l'extrémité de son index, il y avait assez de place pour loger 2 Jack. Avec elle, je peux te cueillir comme une pomme et te jeter par-dessus bord. Si tu penses que je ne le ferai pas, que j'ai peur d'une misérable révolte de votre peuple de schtroumpfs en salopette de dinosaures, tu feras mieux d'y réfléchir une seconde fois. Il posa son doigt sur le nez du mousse et commença à appuyer. La pipe du lutin lui échappa et son tabac se répandit sur le sol. Si tu me parles à nouveau comme si j'étais ton crapaud de compagnie, tu voles. Sens littéral. Le nez plia, les narines frémirent. La peau sale blanchit au point de ressembler à un galet de plage roulé par terre. Si j'entends un kleptoï mentionner mes visites familiales, tu voles, toujours sens littéral. Et peut-être que ta tête de pelote te suivra pour te tenir compagnie le temps de ta chute. Il cessa d'appuyer et se redressa. D'une main tremblante, Jack se massa le nez. Vous autres lutins, vous avez la sale habitude de ne pas savoir fermer votre petite gueule dès que vous arrêtez de téter votre tabac. Tu es l'un des plus vieux mousses, Jack. Tu peux dire à tous tes copains de rester en dehors de mes affaires, ils t'écouteront. Il y eut un silence durant lequel le gnome ne sut répondre, car on ne lui avait pas demandé. Nounours clarifia son intention. « Je peux compter sur toi ?»« Oui, capitaine. » céda Jack d'une voix plate qui ne se permettait qu'un indice de désagréable. Nounours le toisa un moment, avant de juger sa réponse satisfaisante et de s'éloigner. Le gnome attendit longtemps avant de se décider à récupérer sa pipe. Le teint pâle, le geste encore maladroit, il avait maintenant la grâce et l'assurance d'un nourrisson qui essayait d'attraper son biberon tombé par terre. C'était comme ça qu'il fallait gérer les gnomes. En ce sens, le Dr. Wondertainment avait fait le bon choix. Nounours se rendit sur le pont, à l'extérieur, pour profiter du vent frais et faire redescendre la température de son brasier interne. Il aimait bien fumer, lui aussi, mais c'était impossible.
Il observa de loin le timonier verdâtre tenir la barre avec enthousiasme, de ses mains flasques, tandis qu'il ordonnait aux dizaines de mousses présents de tirer la grand voile pour la nuit. La lune dessinait avec les cordages des silhouettes denses et entremêlées comme les lignages d'une jungle. Elle lui rappelait Pelote. Il fallait qu'il se décide à lui demander de descendre sur terre, pour annoncer à sa famille qu'il n'était pas mort, pas vraiment. Nounours murmura pour lui-même. Attendons quelques missions compliquées, qu'il se renforce un peu, ou il ne survivrait pas à ses filles. À sa fille ? Sidolt, est-ce que c'est une référence à la Reine Noire et à Charles Gears ? Bon. Bon. Je ne peux pas voter. Qu'est-ce que c'est donc que cette diablerie ? Bon, là j'ai voté. Bon bah c'est un upvote évident. Alors, mon avis. C'est très bien. La partie rapport est un peu lacunaire. Elle l'aurait mérité un peu plus. Elle ressemble pas assez à un rapport. En fait, il manque trop de choses dans le rapport. Concrètement, un petit peu à l'instar de Johannes, il nous a fait un rapport qui en réalité est un conte. Que ce soit ça, cette petite truc et surtout ton 9-7, ce rapport est en réalité un conte. C'est une petite douille. Ma foi, pas bien dérangeante, hein. Je veux dire, SCP-5000 existe. Je vais revenir sur ce document, cette documentation commune juste après. J'aime énormément la narration que tu nous proposes sur le GP2. J'aime beaucoup. C'est un univers qui est très bien écrit, auquel je crois complètement. Entre ridicule, enfantin et... Enfin, en fait, on a l'enfantin, le dramatique, le ridicule au milieu. Mais en fait, ce ridicule, il est compensé par un tel sérieux du ton que en fait, il nous prête juste à sourire. Et c'est presque un sourire mental qui se crée, tu vois. On n'est pas du tout dans une situation à se dire « Oh, c'est rigolo !» C'est plus des « Ah, oui ». Il y a un sentiment très Peter Pan qui se dégage, mais Evil Peter Pan. Tu vois. C'est un peu Alice in... comment il s'appelle Alice retour au pays de la folie, dans ce type de délire un peu univers enfant cursed, mais version, pour moi, beaucoup plus version Peter Pan. Ce que j'aurais à reprocher, globalement, à ce rapport, c'est qu'il soit peu lié à la Fondation. En fait, il est très peu lié à la Fondation. On n'est pas trop dans l'univers SCP, à l'exception de la présence du Dr. Wondertainment. Mais que ce soit les brownies, les peluches, etc., tout ça, c'est du nouveau lore que tu crées pour la Fonda, enfin pour ce canon, parce qu'en réalité, ce que tu nous fais là, c'est un rapport qui vient créer un canon, et du coup, il est peu lié au reste. Pour autant, de par sa qualité, je le vote, clairement. Il est très très bien. Il est très très bien, ce rapport. J'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire avec les différentes voix et le fait que t'es coloré. J'aime beaucoup. Et j'aime énormément aussi ce truc que tu nous as fait, sur lequel donc je vais revenir parce que pour pas qu'il y ait de spoil. Donc en gros l'idée c'est que en fait c'est un double rapport communautaire. Il y a 2 pages avec les pages de la CMO des peluches vues par la CMO avec leurs pouvoirs, etc. et les pages vues par Wondertainment. Donc a priori les 2 pages sont liées. Les 2 pages sont liées. Ça c'est personnellement, mais ça c'est des questions de cuisine. J'aurais bien aimé que les deux en fait soient sur 2 offsets d'une même page pour partager la même notation et les mêmes commentaires, parce qu'en réalité les deux sont chacun est le revers de la médaille de l'autre. Mais ça c'est moi qui suis un petit peu chiant avec ce genre de truc. Et donc l'idée c'est d'écrire en fait des rapports, enfin des fiches pour ces peluches X-Men criminels. J'ai beaucoup d'affection pour ce lore là, et j'ai très envie d'en lire plus
sur des attaques et des infiltrations et des trucs de ces peluches en fait. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Euh, Typiquement, moi j'aime énormément les films de braquage. J'ai très envie de lire un braquage réalisé par les peluches de Wondertainment euh, dans un conte ou quelque chose comme ça. Et j'ai même un peu envie d'en écrire. À vrai dire, je reviendrai vers toi par la suite en message, mais ce canon que tu nous crées m'intéresse vraiment beaucoup. C'est bien ce que tu as fait avec ce truc. C'est vraiment bien. Non, vraiment, bravo Holt. Ce sera la dernière pour ce soir. La lumière a dû tomber à vue d'œil au cours de la vidéo. Et sur ce, bisous.